Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la plante ashwagandha, parce que j'ai de la poudre de plante ici, de la poudre de racines de plantes. Et par après, donc, je vais vous présenter un petit peu, savoir à quoi ça sert, d'où ça vient. Je vais vous parler un peu de la tradition indienne et des études scientifiques. Et après, on pourra ensemble créer des gélules à base d'ashwagandha. Et vous pourrez repartir avec et les prendre si vous voulez. Oui, Ça se consomme par voie orale. oui, on peut les manger. Enfin, les avaler, quoi. Oui, Ça arrive, non? je sais pas, j'ai jamais goûté. Vous me direz. Alors, donc l'idée, donc j'ai préparé un peu cette présentation, j'en ai préparé un peu d'autres, donc si vous voulez me poser des questions sur des plantes ou sur la médecine ou sur les études, n'hésitez pas et on pourra parler, on pourra divaguer quoi, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Donc la ashwagandha, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est cette plante-là. Donc en fait, on consomme la racine, généralement la racine. Parce que dans chaque plante médicinale, il y a des parties plus actives que d'autres. Et dans le cas de l'ashwagandha, c'est la racine. Donc on peut trouver comme par exemple les petits bâtonnets, on peut trouver des petits bâtonnets comme ça dans le commerce, ou alors en poudre. Et vous voyez, en poudre, on voit les petites racines dessus qui ont été broyées. Donc ça, c'est de la poudre de racine. Et ça, on trouve ça dans des magasins. J'ai acheté ça à Sequoia, donc c'est vendu à n'importe qui. Donc on appelle ça aussi en français ginseng indien et en anglais winter cherry. Alors ça peut être un petit détail, mais ça l'est pas, parce que quand on veut étudier une plante ou vraiment caractériser une plante, quand on est entre nous ça va, mais dès qu'on parle avec des personnes à l'international, là on peut très vite s'en mêler les pinceaux. Pour avoir un anglais qui dise moi je prends du winter cherry et un français qui dit moi je prends du ginseng indien, prends le mien, mais non prends le mien. En fait c'est la même chose. Et donc c'est pour ça qu'il y a le nom des plantes officiel et en latin. Et en latin, c'est Witania somnifera. Alors déjà, le nom somnifera doit déjà vous dire quelque chose. Voilà, comme somnifère. Donc on est déjà un petit peu sur l'effet de la plante là-dessus. Et ashwagandha, ça voudrait dire qu'il y a l'odeur d'un cheval. Alors, il y a deux explications. Il y en a qui disent que la plante a vraiment l'odeur d'un cheval. Moi, je n'ai jamais senti de cheval, donc je ne sais pas vous dire. Je n'ai jamais senti non plus d'ashwagandha. L'autre explication, c'est que ça donne la vigueur d'un cheval. À la fois la force physique, mais aussi la force sexuelle du cheval. Donc voilà, c'est les deux explications, vous choisirez celle que vous voulez. Donc, c'est là que je vais parler d'après la tradition ayurvédique, donc c'est-à-dire il y a 5000 ans, on a testé cette plante et on a caractérisé cette plante et on a décrété qu'elle avait ces propriétés-là. Donc on pouvait l'utiliser en cas de faiblesse, qu'elle soit générale, faiblesse sexuelle, faiblesse musculaire, anémie, c'est le manque de globules rouges dans le sang, quand on perd beaucoup de sang, qui est dû notamment au manque de fer, fatigue, stérilité, quand on n'a pas à avoir d'enfants, épuisement nerveux, quand on est trop nerveux, les burn-out ou épuisement, ce genre de choses, les enfants maigres, les enfants qui ne prennent pas de poids, les personnes qui ont des pertes de mémoire, jeunes ou vieux, les personnes qui font des insomnies, qui n'arrivent pas bien à dormir, les gens paralysés, ceux qui ont la sclérose en plaques, ça c'est une maladie neurologique où on a des troubles neurologiques, on va dire. Faiblesse oculaire des yeux, on parle de la peau, affection cutanée, inflammation des ganglions et tout ça. Donc là, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il y a plein d'effets, quoi. Ouais. Tu précises graines et fruits, c'est dans un cas particulier où on mange les graines de cette plante et les fruits de cette plante. Ouais. Donc en fait, chaque culture, en fait, c'est pas, comment dire. Aujourd'hui, on dit dans l'Ayurveda, on considère que, mais en fait, si vous allez voir un village en Inde, il y aura un guérisseur, il va vous dire moi j'utilise pour telle chose, telle chose. L'autre qui dira moi j'utilise pour telle chose, telle chose. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous allez chez le médecin et qu'il vous dit ibuprofène, c'est anti-inflammatoire, et tous les médecins vous diront ça. Chacun aura un petit peu sa popote parce que c'est pas régulé et c'est transmis de père en fils. Et donc, dans certaines cultures, dans certains villages, certains pensent que les fruits, qu'on utilise des fruits, pour les affections cutanées, les problèmes de peau. D'autres utilisent les graines pour la stérilité. C'est pour ça que je le mentionne ici. C'est qu'il y en a qui n'utilisent pas que les racines. Ouais. Ouais. Affection cutanée, c'est quoi? Donc c'est des problèmes de peau, des blessures ou des inflammations comme psoriasis, tout ça. C'est pas une sclérose en plaques encore? Donc c'est une maladie qui touche le système nerveux et qui fait qu'on peut être paralysé, qu'on peut perdre la vue ou perdre la motricité d'un membre. Voilà, ça touche les nerfs et donc on
on perd des fonctions nerveuses, quoi. Donc, là, j'ai une petite question. Est-ce que ça vous paraît pas bizarre qu'il y ait plein de, comment dire, qu'il y ait plein d'indications, que ça guérisse plein de maladies comme ça? Non? Si. Merci. Surtout quand on dit dans ton préambule, tu nous as dit c'est pour se calmer, et là c'est presque un tonique quand on lit les premiers, c'est pour la fatigue, les faiblesses. Ouais, ah, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, quoi. Mais après, le fait de se détendre, ça donne de l'énergie généralement après. Alors, il y a cette idée-là aussi, c'est que le fait de se détendre permet de me dormir, et si on dort mieux, on a plus d'énergie après. Alors en fait, ce qui est intéressant avec les plantes médicinales, et qu'on ne trouve pas spécialement avec des médicaments comment dire, qu'on peut trouver en pharmacie, c'est que dans les médicaments en pharmacie, il y a une seule molécule. Vous voyez ce que c'est une molécule? Ouais, vous voyez tous plus ou moins? Donc c'est vraiment un constituant microscopique qui va agir quelque part dans l'environnement, dans votre corps. Donc un médicament, c'est une molécule. Et dans une plante, il y a énormément de molécules. Et donc il y a une molécule qui pourra agir par exemple sur la mémoire, d'autres qui va agir sur l'épuisement nerveux, d'autres qui va agir sur le sommeil. Et donc c'est ça l'avantage aussi des plantes médicinales, c'est qu'il y a beaucoup de molécules, donc il y a plusieurs effets. Et toutes les plantes comme ça ont plusieurs effets qui sont décrits. Et donc ça c'est d'après la... Oui? Est-ce que, par exemple, on prend ça, je sais pas, on est fatigué, ça nous empire la chose. Est-ce que c'est comme quand tu prends un médicament et que ça aggrave la chose, ou tu as quelque chose en plus, genre des effets secondaires? Alors toutes les plantes ont des effets secondaires. À certains dosages, il y en a, on peut les prendre à un dosage et on n'a pas d'effet secondaire, mais si on en prend trop, on pourra avoir des effets secondaires. L'ashwagandha a aussi un effet secondaire, dont je vais vous parler après. Donc ça c'est d'après la tradition ayurvédique, mais quand, par exemple moi en tant que médecin, je dois aussi m'appuyer sur la science pour pouvoir proposer des choses. Et qui dit science dit études scientifiques. Et donc la science occidentale, la science a étudié l'ashwagandha et on a retrouvé ça. Donc là je cite des études chez les êtres humains, parce qu'il y a aussi des études qui sont sur les souris ou sur des études en laboratoire, mais là c'est que les études chez les êtres humains. Donc on voit que ça diminue le stress et l'anxiété chez les adultes et même chez les enfants. Alors, il y avait une étude sur les troubles de l'hyperactivité, mais je ne l'ai pas retrouvée. Oui, vous voulez dire quelque chose? Ah ok. Donc voilà, on étudie ça avec des scores d'anxiété. Parce que quand on donne un médicament, quelque chose comme ça, on doit calculer, entre guillemets, l'anxiété. Mais vous ne calculez pas l'anxiété, vous ne dites pas je suis anxieux à 3 sur 10, je suis anxieux à 5 sur 10, ah maintenant je suis à 4,5. Et donc on fait des scores, on va poser des questions. Est-ce que vous êtes anxieux le matin? Est-ce que ça vous empêche de dormir? Et ça donne un score. Et donc ça permet de comparer ce qui est comparable, quoi. Parce que si on dit à quelqu'un est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux, mais est-ce que dans 5 minutes ça ira mieux? Ou est-ce que ce matin c'était mieux aussi? C'est très subjectif. Donc on a besoin de quelque chose de beaucoup plus concret pour pouvoir comparer. Donc ça c'est une des caractéristiques de la science, c'est qu'on va créer des questionnaires ou des choses calculables, objectivables, qu'on va pouvoir compter. Il y a aussi des scores de qualité de sommeil. Donc ça favorise le sommeil aussi. Donc ça diminue le temps d'endormissement. On va plus facilement tomber dans le sommeil. Et ça améliore la qualité du sommeil. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il y a différents cycles dans le sommeil. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Et donc il y a des sommeils plus profonds, qui sont plus régénérateurs. Il y a le sommeil paradoxal, c'est dans ce sommeil-là qu'on rêve. Et donc en gros, l'ashwagandha, ça améliore le sommeil profond. C'est pour ça que quand on se réveille après avoir pris de l'ashwagandha, on est un peu plus reposé. Donc c'est un petit peu pour résoudre cette contradiction. Ça permet d'induire le sommeil et de se détendre, et donc ça renforce l'énergie globalement, parce qu'on a plus de capacité de se régénérer et de se détendre. On a vu aussi que ça réduisait le taux de cholestérol et de sucre dans le sang. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui voient ce que c'est le diabète. Voilà, donc ça peut agir au niveau du diabète, ça diminue un peu le sucre. Ça peut être intéressant. Alors, je vais en parler après parce que ça, c'est une étude chez les êtres humains. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut proposer ça à tout le monde, finalement? C'est toujours la question quand on fait la recherche, et j'y répondrai un peu tout à l'heure. Et ça stimule la fertilité masculine, c'est-à-dire que ça augmente le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. Donc, quand un homme n'est pas fertile, ça veut dire qu'il n'a pas assez de spermatozoïdes. Vous voyez ce que c'est, un spermatozoïde, ovule? Ça va pour tout le monde? Ouais. Donc, quand un homme est stérile, les spermatozoïdes, soit il n'y en a pas assez,
parfois il y en a, mais ils ne sont pas assez mobiles. Et ils doivent bouger pour aller jusqu'à l'ovule. Et donc ça augmente le nombre et la mobilité des spermatozoïdes. Ça augmente aussi le volume du sperme. D'où le nom d'odeur de cheval, quand on dit que ça donne la vigueur du cheval, c'est aussi ça, c'est que ça donne qu'on est plus fertile, ça augmente la vigueur. Et ça augmenterait aussi la satisfaction sexuelle chez la femme, donc ça augmente la lubrification du vagin, la qualité des rapports, donc les rapports se passent mieux. Voilà, donc ça c'est, alors il y en a quelques-uns encore en plus, il y a plein d'études, ça augmente les sécrétions d'hormones thyroïdiennes, donc c'est les hormones créées par la thyroïde. Quand on a moins d'hormones thyroïdiennes, on est plus fatigué, on prend facilement du poids. Voilà, ça augmente la sécrétion de testostérone, surtout chez les hommes. Ça favorise l'endurance cardio-respiratoire. Ça veut dire que quand on fait du sport ou de la musculation, on est plus facilement, on est plus facilement régénéré. C'est pour ça qu'on vend ça un peu partout et dans des magasins de musculation. Ceux qui font ou qui feront de la musculation, vous verrez ashwagandha dans les rayons. C'est fait pour ça, c'est que ça favorise la récupération cardiovasculaire. Ça améliore les tests cognitifs et psychomoteurs chez les adultes. Donc on a testé chez les adultes qu'ils étaient un plus intelligents, entre guillemets, qui faisaient les choses un peu plus rapidement, disons ça comme ça. Ce n'était pas toxique, si on en prend, on va dire, de manière modérée. Et il y a des effets secondaires, donc j'y viens aussi. Ça peut donner des hyperthyroïdies. C'est-à-dire que ça peut rendre la thyroïde trop active. Donc avant, alors déjà, il ne faut pas en prendre trop longtemps. Et si on a déjà des problèmes de thyroïde, ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est toujours intéressant de voir avec votre médecin avant. Oui ? C'est quoi la thyroïde? Donc, c'est une petite glande, un petit organe qui se trouve ici et qui va réguler le métabolisme, en gros. Le métabolisme, en gros, c'est ce qui va réguler la température, ce qui va réguler la prise de poids ou la perte de poids. Par exemple, une personne qui a, ça va être un exemple plus concret, je pense, une hyperthyroïdie. Ces gens, en général, ils ont des yeux comme ça. Ils sont un peu speed, ils sont tout maigres. Quand on écoute leur cœur, il bat super vite. Et puis ça, c'est pas vivable à long terme. Et au contraire, ceux qui ont une thyroïde qui est trop faible, qui ne sécrètent pas assez d'hormones thyroïdiennes, eux auront tendance à être plus déprimés, à bouger moins, à être beaucoup plus gros, à avoir plus froid, à avoir les membres qui gonflent. Donc le métabolisme, l'énergie du corps est moins présente, quoi. Donc voilà, c'est à peu près à ça que sert la thyroïde. Alors dans quelques cas, on a vu que il pouvait y avoir une atteinte du foie, mais c'est toujours résolutif, c'est-à-dire que quand on arrête l'ashwagandha, les choses rentrent dans l'ordre. Ça arrivait chez quelques personnes et ça a évité chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Quand bien même en Ayurveda, on dit que c'est bien pour la femme enceinte et pour le fœtus, mais en médecine classique, si on n'a pas, disons qu'il y a trop de risques et qu'on ne veut pas prendre ce risque-là, de conseiller à des femmes de le prendre, ça n'a pas été testé, quoi. Enfin des femmes enceintes. Donc on considère que c'est mieux de s'abstenir. Ça n'a pas été testé. C'est ça le problème, c'est qu'avant on pouvait se permettre de faire des trucs un peu trash, mais maintenant avec les lois, tout ça, c'est les droits de l'homme, on ne peut pas se permettre de tester comme ça des trucs chez les humains. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Et donc il faut passer, dès qu'on fait une étude, il faut passer par un comité d'éthique. Et donc pour que le comité d'éthique valide, il faut que la plante, elle ait été testée sur des animaux. Et notamment, on donne des doses super grandes aux animaux, et on voit comment ils réagissent. Et donc, on dit, ah bah ça peut être mortel à faible dose, on va peut-être pas donner, ou alors, bah non, les animaux se portent très bien avec des grosses doses et ça va, quoi. Malheureusement, c'est aujourd'hui la seule manière qu'on a de faire des tests de toxicité avant de tester ça chez les êtres humains, quoi. Parce qu'en science, on fait pas, il y a une fenêtre légale, mais on ne fait pas vraiment confiance à ce qu'ont trouvé nos ancêtres. On fait page blanche et on se dit, ben voilà, on va partir de zéro. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme effet? On va tous les tester, quoi. Voilà, donc ça c'était un petit peu les effets de l'ashwagandha. Alors par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez aborder un peu plus? Oui. C'est quoi ne pas utiliser à long terme? C'est quoi le long terme? Alors, moi en pratique, j'utilise pas plus que 2 mois. Tout simplement parce que dans la pratique, au bout d'1 ou 2 mois, l'effet se tasse. C'est-à-dire qu'on ne sent plus vraiment l'effet, quoi. Parce que le corps il s'habitue. Parce que le corps s'habitue, ouais. Et, pardon. Après, on peut recommencer, après on arrête. Ouais, on peut recommencer, il n'y a pas de souci, ouais. Ok. Ouais. Et si du coup tu prends ça une fois par jour, c'est ça? Alors, on peut prendre. Alors, ouais, ça c'est une bonne question. Ça dépend, en fait, il y a différentes formes.
Donc soit on peut prendre sous forme de poudre, et on peut prendre une fois par jour, le matin par exemple dans un shaker, soit on peut prendre sous forme de gélules, donc de gélules de poudre qu'on va faire là. Sinon, il y a des manières d'extraire les molécules de la plante. Donc là, ça va être des processus de transformation où on va, entre guillemets, concentrer la plante. Ça s'appelle des extraits. Et donc ça, on prend en gélule. Et donc en général, on prend ça le soir ou le matin et le soir. C'est 1 à 2 fois par jour. Ça dépend un peu l'effet qu'on veut, quoi. Mais globalement, dans les études, on prend ça 2 fois par jour. Oui. Il y a moyen d'en faire des infusions? On peut tout à fait, ouais, faire des infusions avec, ouais. Ouais, ça se dissout dans l'eau, donc ouais, donc dans des tisanes, des machins comme ça. Je pense que ce soit très bon, je ferai. Ouais, j'ai pas eu de retour négatif. Enfin, je sais que j'ai des patients qui prennent ça. On pourra tester si vous voulez, hein, si vous voulez goûter, pour tester le goût. Mais ouais, j'ai pas eu pas eu le retour, c'était pas très bon. Ouais. Je voulais savoir, parce que là on parle de la racine, mais est-ce que du coup d'autres parties de la plante finalement ont été investiguées ou ont des effets comme ça Ouais. un peu similaires Ouais. différents, mais, Alors, j'ai pas vu d'études qui investiguaient autre chose que la racine. C'est peut-être une où il y avait un extrait de racine et de plante, donc parfois on met la plante avec. Mais sinon, pas spécialement. Les fruits et les graines, par exemple, ça n'a pas été spécialement testé. Pas que j'ai vu en tout cas. Surtout, on se sert de la tradition pour se dire, tiens, c'est dans la tradition on dit que c'est la racine, on va pas perdre son temps et de l'argent, parce que c'est de l'argent à chaque fois les études, à tester tel truc, on se contente de la racine pour avoir un résultat et pouvoir publier, dire, regardez, j'ai trouvé un chouette truc, quoi. Ouais. Mais je comprends, c'est un peu, pas aléatoire, mais je sais pas, le mot, c'est. Mais vous allez comprendre. C'est qu'on nous dit que c'est à prendre pour mieux dormir ou pour avoir une meilleure qualité du sommeil, mais en même temps pour avoir plus d'énergie. Du coup, c'est à prendre le matin ou le soir? Alors, l'ashwagandha fait partie de la famille de ce qu'on appelle des adaptogènes. Donc, adaptogène, ça vient du mot adapter. Ça veut dire que ça nous adapte à notre situation. Donc, à un défi qui soit physique ou à un psychique, parce que vous avez des difficultés, des examens, des choses stressantes. Et donc, l'idée, c'est que ce n'est pas comme en allopathie, comme en des médicaments en pharmacie, vous allez prendre un excitant qui va que vous exciter ou un relaxant qui va faire que vous relaxer. C'est ça, l'idée, c'est que ça fait, ça agit là où ça fait mal, entre guillemets. Alors, ça a l'air magique, mais tout ça, c'est dû, en fait, à des interactions entre des molécules et le corps humain. Et là où ça doit agir, ça agit. Là, ça ne doit pas agir. Il ne va pas y avoir de réaction, parce que le corps est déjà en équilibre. Et globalement, le fait... je vais peut-être parler de... Voilà, de ce niveau-là, par exemple, qui va peut-être illustrer ça. Donc là, on voit la racine. Donc de la racine, on voit qu'il y a un effet au niveau du cerveau. Il y a un effet qu'on appelle GABA mimétique. Je ne sais pas si vous dites quelque chose, GABA. Bon, c'est peut-être un peu... Si, c'est. Oui, je vois, c'est j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, avec la dopamine. Ouais. Si les GABA sont fermés, la dopamine va au cerveau, ou un truc comme ça. Les deux, dopamine et GABA, sont des neurotransmetteurs. C'est-à-dire que ce sont des molécules qui ont un effet sur le cerveau. Et l'effet du GABA, en gros, on dit que c'est pas un excitateur, c'est un inhibiteur. C'est-à-dire que ça va, en gros, diminuer la vitesse du cerveau. Donc si on est super stressé, qu'on est speed, ça va poser, ça va calmer. Si on est angoissé, ça va calmer aussi. Donc il y a d'autres choses qui ont des effets GABA mimétiques, comme par exemple l'alcool. Les gens deviennent alcooliques parce qu'au début ils prennent de l'alcool, ils se sentent mieux, et puis ils ont l'habitude, et puis après le cerveau s'y habitue. Et le cerveau, quand il n'y a pas d'alcool, dit j'ai besoin de GABA, j'ai besoin de GABA, donc j'ai besoin d'alcool, et donc les gens tombent dans l'alcoolisme. Certains calmants qu'on trouve en pharmacie ont aussi cet effet-là. Et aujourd'hui, en tant que médecin, on reçoit de plus en plus d'incitations à ne plus prescrire ces médicaments parce qu'on s'est aperçu que c'était addictif, que les gens tombaient, que ça créait des faiblesses musculaires, les personnes âgées tombaient, enfin bref, il y a plus d'effets négatifs que positifs. Donc c'est une voie du cerveau qui est utilisée. Et l'avantage de l'ashwagandha, c'est que ça n'est pas addictif. Parce qu'en fait, l'effet sur un récepteur n'est pas le même. Il faut voir l'effet, si vous voulez, d'une molécule comme de quelqu'un sur un bouton, par exemple. Si par exemple vous prenez de l'alcool, j'appuie sur le bouton. Il va y avoir un effet. Si vous prenez un calmant, vous appuyez sur le bouton et vous le laissez appuyer 10 minutes.
Ben, il y a d'autres choses qui appuient un tout petit peu sur le bouton. Donc ça active, mais un tout petit peu, légèrement. C'est l'effet de l'ashwagandha. Si vous êtes en grosse crise de panique, vous cassez tout dans la rue, que vous allez aux urgences, c'est pas ça qu'il vous faut. C'est un vrai calmant qui va tout calmer, quoi. Il y a d'autres aussi molécules qui vont, par exemple, déplacer le bouton pour que votre voisin puisse appuyer dessus. C'est une drôle d'image, mais c'est pour dire que ça module l'effet du récepteur et que d'autres molécules pourront appuyer dessus sans que la molécule dont je parle agisse. Bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Donc il y a plein de manières d'agir sur une voie. C'est pour ça que quand on dit que ça agit sur GABA, ça ne veut pas dire que vous serez totalement ramolli, ça ne veut pas dire que vous allez être accro. Chaque molécule a une relation différente avec cette voie-là, avec un terrain d'entrée différent, quoi. C'est un peu comme vous, avec un tel, vous aurez un certain feeling, une autre personne aura un meilleur feeling, chacun est différent et c'est pareil avec les molécules. Et c'est un peu ça la richesse de la phytothérapie, c'est vu qu'il y a plein de molécules, chacune ont une interaction différente, ce qui permet justement d'avoir des effets un peu contradictoires comme ça et des effets adaptogènes. C'est-à-dire que si la personne est très stressée, ses récepteurs au GABA ils vont avoir besoin de se calmer, et donc ça va calmer, mais la personne ne sera pas totalement léthargique. Et donc ça permettra à son énergie de remonter sans appuyer trop sur GABA pour que l'énergie soit vraiment à plat, quoi. Et donc GABA va avoir tout plein d'effets au niveau du cerveau, notamment sur certaines glandes qu'il y a dans le cerveau, qui au final vont diminuer le cortisol, donc c'est l'hormone de l'inflammation, et qui vont augmenter les hormones sexuelles, et donc c'est ça qui peut être responsable de l'augmentation de la fertilité, chez l'homme en tout cas. Et donc il y en a qui disent que c'est par l'effet anti-stress que ça augmente la fertilité, parce qu'il y a toute une cascade toute une cascade d'événements qui va se passer après, quoi. Donc ça aussi, ça c'est pas propre aux plantes médicinales, mais c'est un des avantages des plantes médicinales. Je vais juste vous parler un peu de molécules, donc pour un peu illustrer ce propos-là. Donc là, je vous ai mis, vous voyez, on a extrait de la plante des molécules et on pense que ce sont ces molécules-là qui expliquent l'effet de l'ashwagandha. Je vais à la diapo suivante, c'est un peu les mêmes. Donc on voit qu'il y en a qui sont antioxydantes, d'autres qui sont anti-inflammatoires, d'autres apoptotiques. Ça, c'est dans le cancer, c'est-à-dire que ça aide les cellules à mourir. En fait, chacune de nos cellules a une fonction de suicide. On peut lui dire, toi tu te suicides, tu fonctionnes n'importe comment, suicide-toi. Et donc toutes nos cellules ont cette capacité-là. Mais pas dans le cancer. Le cancer, vous voyez tout ce que c'est un cancer, hein, plus ou moins. Vous voyez ce que c'est une cellule? Ouais. Donc c'est Donc dans le cancer, les cellules se divisent sans s'arrêter, quoi. Donc c'est anti-cancer, d'après des études sur les animaux. Antiprolifératif, pareil. Et donc, il y a d'autres molécules qui existent. Par exemple, celle-là. Donc ça, vous voyez, elle est beaucoup plus petite, c'est la molécule d'aspirine. Donc l'aspirine, c'est qu'une seule molécule, mais elle a aussi plusieurs effets. Juste pour vous illustrer qu'en fait, une molécule peut aussi avoir plusieurs effets. L'aspirine, vous savez un peu les propriétés de l'aspirine, ça vous dit quelque chose? Un peu comme on a. Ouais, donc antidouleur. Ça rend le sang liquide, donc anticoagulant. Ça prend un effet aussi vasodilatateur? C'est dans cet effet un peu anticoagulant, quoi. Comment? Pas spécialement, calmant la douleur, quoi. Ouais, c'est aussi un effet anti-inflammatoire, c'est un peu différent. Ça c'est peut-être pas important. Ça, juste pour vous illustrer aussi, c'est une molécule qui s'appelle la tétrodoxine. Et ça, juste cette molécule-là, à dose de 1 ou 2 mg, ça tue quelqu'un, ça tue un être humain. 1 ou 2 mg. En termes d'exemple, l'aspirine, quand on prend une dose d'aspirine, c'est en général 100 mg. Donc 100 fois moins de ce petit truc-là, ça peut tuer quelqu'un. Donc tout ça pour vous dire que Ouais. Il y en a dans l'ashwagandha? Il n'y en a pas dans l'ashwagandha, non. Bonne remarque. Non. C'est les molécules de l'ashwagandha. Non, ouais, non, c'est vrai que ça porte à confusion. Je vais ressortir, non, j'ai du Mohora dans mon sac. Non, c'est juste celle-là en fait. Non, c'est vrai que j'ai mis le titre, après j'ai rajouté des trucs, j'ai pas corrigé. Mais en effet, je dois à corriger. Mais pour ça, pour vous illustrer que là, il y a ça touche un récepteur en particulier, de telle façon que ça peut entraîner la mort, quoi. Enfin voilà, ça c'était pour faire un petit peu de biochimie. Alors ce que je vous propose, c'est de passer peut-être à la pratique, vu que je vois que vous vous endormez, et faire des gélules. Ouais.
Ça vous va? Allez, c'est parti.